et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandra. Alors merci de nous recevoir aujourd'hui Emmanuel Gasno. Vous êtes le président de 220 International. Donc vous nous recevez dans vos nouveaux locaux, le siège de vos locaux parisiens. Exceptionnellement, le Café des Lyonnes s'est déplacé et est venu à vous. On va lancer la rentrée du Café des Lyonnes 2024 avec vous aujourd'hui à nos côtés. Et vous allez nous parler de la place des femmes dans le débat public, de votre vision à vous en tant que président de plusieurs marques, d'ailleurs de Sange, Camille Alban, et je crois aussi d'autres marques de produits de beauté. Et vous allez nous parler un petit peu de votre vision de tout ça. Mais d'abord, Emmanuel, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes un homme engagé? Et ça veut dire quoi pour vous l'engagement? Je pense être un homme engagé. En tout cas, c'est quelque chose de très naturel pour moi. L'engagement, c'est quelque chose qui s'entend tant d'un point de vue personnel que professionnel. C'est ne pas faire les choses à moitié, c'est faire les choses avec sincérité. Je pense que d'ailleurs, l'engagement personnel et professionnel sont étroitement liés. On ne peut pas se permettre de faire semblant. Donc, on ne fait jamais les choses suffisamment à fond, certainement. Mais en tout cas, moi, je m'efforce de le faire et d'être très sincère dans ma démarche. Et puis, quand on a eu la chance de pouvoir acquérir quelques responsabilités à quelque niveau que ce soit, je pense qu'on a un devoir aussi de sincérité, d'engagement vis-à-vis des équipes, des collaborateurs avec lesquels on travaille, pour contribuer au quotidien, les motiver, accomplir les plus belles choses possibles ensemble, faire évoluer les gens pour grandir soi-même. Donc oui, je pense être quelqu'un d'engagé, même si encore une fois, on ne peut jamais l'être assez, mais je le suis. Il se traduit comment cet engagement au quotidien? Il se traduit dans une façon de manager, dans une façon d'encourager, dans un regard particulier sur les choses? C'est des questions qui ne sont pas faciles parce qu'on a plutôt tendance à se dire qu'on aimerait bien avoir l'avis des gens avec lesquels on travaille au quotidien pour nous parler un petit peu de ça. Donc c'est quelque part parler de soi-même, sans vouloir répéter ce que j'ai dit avant. C'est véritablement être soi-même, essayer de créer une bonne atmosphère au travail. Ça, c'est la première des choses pour moi. Tout n'est pas rose, tout n'est pas toujours facile tous les jours, dans un contexte professionnel, personnel aussi. Essayer de mettre les gens dans les meilleures conditions, de faire en sorte qu'ils soient heureux de venir travailler, de les faire participer aussi à toutes les décisions, pas uniquement au débat, mais aux réflexions de l'entreprise. Ne jamais donner, ou en tout cas tenter de ne jamais donner l'impression aux collaborateurs de décider tout seul. C'est quelque chose qui n'est pas du tout ma façon de faire. Savoir décider quand il le faut et qu'on n'arrive pas collégialement à prendre une décision. Parfois, c'est le rôle des responsables à tous les niveaux que ce soit, des chefs de service de l'entreprise, pas uniquement ma responsabilité et mon rôle à moi. Voilà, en dernier recours, si on n'est pas réussi collégialement à prendre une décision, j'avise et c'est moi qui prends la décision. Mais avant cela, c'est faire participer les gens à la vie de l'entreprise au maximum. C'est pas toujours facile. Les gens sont parfois peut-être un petit peu frustrés de ne pas avoir été suffisamment consultés ou en amont. On essaye de faire en sorte qu'ils ne le soient pas. Encore une fois, les rendre heureux, leur donner l'envie de venir travailler avec le sourire, même si des fois on préfère rester chez soi, hein, ça peut m'arriver aussi. Mais voilà, et les faire participer à la vie de l'entreprise, aux grandes décisions, à la vision, à la stratégie de l'entreprise. Alors moi, j'ai eu envie de vous inviter ce matin à prendre ce Café des Lyonnes parce que vous êtes président d'un groupe qui avait plusieurs marques et qui ont quand même comme singularité d'être toutes tournées en particulier vers les femmes, vers la beauté des femmes, leur donner confiance en elles, etc. Donc j'imagine que vous êtes entouré probablement de beaucoup de femmes dans vos équipes. Quel regard vous portez dans cet univers féminin? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les femmes en France, elles sont suffisamment visibles dans la société, dans le débat public? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez avec le regard de votre groupe? C'est des questions qu'il faut se poser, qu'il faut ne jamais oublier de se poser. Paradoxalement, pour nous, sur ce marché de la coiffure, sur lequel moi j'évolue depuis 37 ans, en fait depuis les débuts de ma carrière professionnelle, c'est peut-être des questions qu'on peut avoir le risque de ne pas se poser ces bonnes questions parce que c'est notre quotidien. Nous travaillons avec des femmes. L'entreprise, y compris dans les bureaux, est composée à plus de 75% de femmes. Dans les salons de coiffure, c'est certainement entre 80 et 85%. Donc la place de la femme est prépondérante. Après, est-ce qu'elle est appréciée et respectée à sa juste valeur? Ça, c'est encore autre chose. Donc on s'y efforce. Moi, c'est mon quotidien. C'est quelque chose de très naturel, comme tous les gens qui nous entourent.
Donc, je me pose en permanence cette question, peut-être pas, mais est-ce que je m'efforce de ne jamais l'oublier? Oui. Je ne suis pas une femme, je ne peux pas avoir le vécu d'une femme. Je peux imaginer qu'il est très dur d'être une femme dans cette société, même si les choses ont évolué, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. En revanche, on s'efforce véritablement, nous, on s'efforce pas d'une manière tout à fait naturelle à libérer la parole, à libérer l'action et à ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes. Et il y a d'ailleurs, c'est même à la limite difficile pour moi de le dire parce que c'est tellement naturel, mais on a un comité de direction qui est composé majoritairement de femmes et c'est très bien ainsi. Le directoire, non, nous sommes deux, c'est deux hommes. Pourquoi pas une femme demain? Moi, j'aimerais être dirigé par une femme, ça m'est déjà arrivé et j'ai absolument aucun problème par rapport à ça. Hein. Alors, il y a une histoire derrière les marques que vous représentez, puisque Jacques Desange a créé la deuxième marque Camille Alban. Camille Alban, est-ce qu'on peut peut-être expliquer à nos téléspectateurs qui était Camille Alban et pourquoi elle s'appelait Camille Alban? Alors moi, je n'étais pas là, mais je n'ai pas forcément le sentiment par rapport aux histoires qu'on m'a racontées et auxquelles je crois, et j'ai encore plus envie de croire. Ce n'est pas forcément lui qui a eu envie de créer cette marque. Je pense que c'est une femme qui a eu de le créer, qui s'appelle Jeanne Dereux, qui travaillait depuis de nombreuses années avec Jacques Desange. Et je n'ai pas toute l'histoire, je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais je pense que c'est elle qui a réussi à persuader Jacques Desange de créer une deuxième marque à côté de Desange, une marque avec ses propres valeurs, avec sa propre raison d'exister, et puis empreinte de cette forte personnalité qu'avait Jeanne Dereux, que j'ai eu l'occasion, moi, de connaître, pas en étant et en travaillant pour le groupe directement, mais indirectement, parce que j'étais à l'époque un des fournisseurs, et je suis devenu fournisseur de la marque Camille Alban. Donc c'est Jeanne Dereux qui, travaillant avec Jacques Desange, ensemble ils ont créé la marque Camille Alban. Camille, je vais répéter ce qu'on m'a dit, mais je peux penser que c'est 100% vrai. Camille, c'est le nom c'était son prénom lorsqu'elle travaillait en salon. Très probablement qu'il y avait déjà une Jeanne quand elle est arrivée dans le salon Desange dans lequel elle travaillait. Donc souvent, quand il y a deux personnes qui ont le même prénom, on donne un prénom à la deuxième personne qui vient d'arriver. Donc c'est certainement ce qui s'est passé avec Jeanne, qui s'est appelée Camille d'une manière tout à fait naturelle. D'ailleurs, qu'est-ce que ça lui va bien, ce prénom? Qu'est-ce que ça lui allait bien? Et puis Alban, l'histoire dit qu'au moment de créer la marque, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Google, donc les choses étaient un petit peu plus simples. On travaillait encore beaucoup avec l'annuaire téléphonique. Et ensemble, ils ont décidé que ça serait bien de trouver un nom qui se trouve très rapidement sur l'annuaire quand on consulte l'annuaire téléphonique. Donc il fallait que ça commence par A, et ils sont tombés sur Alban. Et ils ont certainement trouvé que Camille Alban fonctionnait très très bien, et ça fonctionne super bien. Les choses les plus simples sont les plus efficaces, c'est tout bon. Je n'ai pas la preuve que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai, et j'ai super envie de croire que ce soit vrai, parce que j'adore cette histoire. Alors on va balayer un petit peu avec vous votre parcours pour voir comment vous arrivez à devenir président de ce groupe. Mais Emmanuel, première question, j'ai envie de vous poser... j'ai envie de savoir, quand vous étiez petit garçon, vous rêviez de faire quoi plus grand? Vous rêviez de travailler dans la coiffure? Parce que c'est quand même assez rare. Mais quand on est petit garçon, moi j'avais envie d'être sportif de haut niveau, j'avais envie d'être footballeur professionnel. Mais j'étais pas assez fort pour ça. Donc voilà, le rêve il s'est vite évanoui. Et je me suis longtemps cherché, j'avais envie de travailler dans le commerce. Et il y avait quelque chose qui m'intéressait, qui m'a toujours intéressé. Je me rappelle, ma mère me demande un jour: qu'est-ce que tu as envie de faire? Je dis: j'ai envie de travailler avec des gens, et j'ai envie parce que j'ai l'impression que je peux ressentir ce que les gens ressentent, et essayer de pas tirer le meilleur parti au sens négatif du terme ou péjoratif du terme, mais essayer de mettre les gens dans les meilleures conditions pour travailler. J'aime les gens foncièrement. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Je suis parti dans le commerce. J'ai commencé à travailler un petit peu dans le prêt-à-porter à ma sortie du service militaire. Et puis, je fréquentais une coiffeuse déjà, dont les parents et toute la famille étaient coiffeurs. Et par cet intermédiaire, je suis rentré au sein d'une maison de produits qui, quelques années plus tard, j'y suis resté 20 ans, et quelques années plus tard était devenu, en 2000, fin des années 2000, début 2001, est devenu le fournisseur de Camille Alban. Voilà. Donc j'ai 60 ans cette année, 37 ans de carrière dans la coiffure, et j'ai l'habitude de dire que la coiffure m'a tout donné. Ouais. Voilà. Et Camille Alban est la marque qui m'a tout apporté, puisque c'est grâce à Camille Alban, lorsque la marque pour laquelle je travaillais est devenue fournisseur de Camille Alban, qui m'a permis de connaître le groupe, Jeanne Dereux, Monsieur Desange, la famille Desange, les personnes qui ont constitué ce groupe.
de rentrer directement en contact avec eux. À l'époque, seuls les franchisés de Songe pouvaient ouvrir un salon Camille Alban. Ce n'était pas autorisé pour quelqu'un de l'extérieur. Et puis de connaître très très bien ce groupe de l'intérieur. Donc c'est ce groupe qui m'a fait passer cette marque Camille Alban à laquelle je dois tout. Donc je dois tout à la coiffure et je dois tout à Camille Alban dans ma vie professionnelle. Donc je suis amoureux de cette marque. Qui est-ce qui vous a aidé le plus dans votre carrière professionnelle à passer des échelons, qui vous a donné, qui vous a orienté? Est-ce que c'est vous qui avez toujours su le next step, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont compté et qui ont été des marqueurs dans votre parcours professionnel? Moi, je n'ai jamais su le next step. Ce n'est jamais même une question que je me suis posée. D'accord. Je crois beaucoup à la chance. Je le dis souvent, ça n'enlève pas les valeurs de travail ou l'investissement qu'on peut avoir, mais la chance est énorme. Il y a plein de gens qui auraient peut-être pu faire d'autres choses et qui n'ont peut-être pas rencontré les bonnes personnes au bon moment ou qui n'ont pas été là au bon moment. Et moi, je pense que, bien évidemment, j'ai certainement pas démérité par moment, mais j'ai surtout eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. J'ai commencé à 23 ans dans une société comme représentant et un homme qui s'appelle Stéphane Battas a cru en moi dès que j'avais 25 ans pour que j'accède à d'autres responsabilités alors qu'il aurait pu rester tranquille avec moi. Et puis l'affaire est partie. Voilà, j'ai travaillé aux côtés d'un directeur des ventes qui a pris sa retraite et qui a décidé de me nommer alors que moi je m'y attendais absolument pas, je ne cherchais pas ça à ce moment-là. Donc il y a eu plusieurs étapes comme ça dans ma vie, donc c'est pas du tout faire insulte à la vie ou une fausse modestie de parler de chance, mais bien évidemment on peut provoquer la chance, je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne sais pas si on s'en rend compte qu'on provoque la chance, mais c'est quelque chose de très important. Est-ce que par son comportement on s'attire plus facilement de côtoyer les bonnes personnes? Très honnêtement, je ne sais pas. En revanche, bien évidemment, il faut un petit peu s'investir, il faut un petit peu travailler. Ça rejoint la question de l'engagement tout à l'heure. Il faut croire en ce que l'on fait avec beaucoup de sincérité. Et ça, je ne compte pas. Ouais. Autre singularité peut-être de votre groupe, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des franchisés. Ça veut dire qu'il y a un management particulier? On n'a pas le même canal d'information, de communication, de management. Quand on a des franchisés, il faut fédérer, il faut regrouper. J'aime beaucoup la façon dont vous posez cette question parce qu'on me la pose souvent d'une manière un petit peu différente. Et d'ailleurs, on commence souvent la question, et je ne suis pas le seul quand on interviewe, en disant « vous êtes des franchiseurs ». Et alors, moi, je corrige toujours, et je sais que les gens avec lesquels on travaille ici dans l'entreprise corrigent souvent les gens en disant « moi, je ne suis pas un franchiseur ». Je suis un coiffeur. On est des coiffeurs. Notre métier, c'est la coiffure. Et on a un business model qui est la franchise, qui a permis à ce groupe de se développer. Et d'ailleurs, c'est toute notre histoire. Pour répondre à votre question, c'est quelque chose de très, très simple. À partir du moment où on évolue et on se sent très à l'aise dans ce milieu qu'est la coiffure, c'est quelque chose de très naturel. Petit à petit, le groupe a d'ailleurs cédé les salons qu'il avait en propre à des franchisés, à des ambassadeurs de marque, moi, comme j'aime beaucoup les appeler, pour éviter tout conflit d'intérêts avec nos partenaires de marque, les franchisés, qu'ils soient de Songe ou Camille Alban, et que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on développe soit 100% dédié au service de nos marques et au service de nos franchisés, qui sont finalement des entrepreneurs indépendants qui ont choisi une marque parce que la marque leur ressemble et parce qu'ils s'y retrouvent. Et ensemble avec eux, on doit faire en sorte de développer les meilleurs outils pour que leurs affaires se développent, pour qu'ils puissent travailler dans un contexte qui leur permette de s'épanouir, ainsi que leurs collaborateurs, et qu'ils s'y sentent bien, qu'ils s'y reconnaissent, à la fois dans un métier qui les passionne, ça c'est sûr et certain, sinon on ne le fait pas, et puis sur une marque qui leur correspond parfaitement, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau des valeurs. Et ça veut dire que c'est un partage jamais assez suffisant, parce que tout le monde maintenant est un petit peu réparti partout en France et dans quelques pays. Mais nous, on fait en sorte de recueillir toujours ce dont ont besoin nos franchisés, ce dont on estime qu'ils peuvent avoir besoin aussi, en tenant compte toujours des innovations, des évolutions du marché. Je vous pose la question parce que nous, à l'équipe d'Elion, on s'intéresse au fait de savoir comment on peut pousser les gens à aller plus loin. Vous, finalement, dans votre métier, vous l'avez dit, vous êtes des coiffeurs à la base, mais finalement, franchisé, ça veut dire devenir chef d'entreprise. Enfin, c'est vraiment les compétences dont on a besoin. Donc, ça veut dire que vous accompagnez les gens à se structurer, à monter en compétences, parce que tout le monde ne peut pas passer d'un métier technique à un manager de salon, c'est encore autre chose, enfin, j'imagine. Hein. Et puis après, il y a le franchisé. Là, je ne sais pas si tout le monde a en tête des différences, mais en tous les cas, il y a ce côté quand même d'entrepreneuriat que vous apportez. C'est l'idée du groupe derrière. Donc, est-ce que vous avez un regard particulier à cette montée en compétences de vos équipes? Et puis, peut-être au fait d'encourager des femmes à devenir elles-mêmes aussi
plus franchisés, mais c'est peut-être déjà le cas dans votre groupe, je l'ignore. C'est déjà le cas, oui, en ce sens que même si, bien évidemment, tout le monde, et vous l'avez très bien dit, ne va pas forcément ouvrir son salon, mais aujourd'hui, plus de 95% des propriétaires de salons Camille Alban ou de Sange ont commencé coiffeur dans le groupe, dans un salon de Sange ou dans un salon Camille Alban. Donc ça, déjà, c'est un signe qu'il y a une évolution. On réalise à peu près sur 330 salons en France entre 15, une grosse quinzaine de transmissions par an. Je parle que de transmissions dès lors qu'il s'agit d'un salon qui est repris par un collaborateur qui travaille à l'intérieur de son salon. On en a déjà réalisé à la fin du mois de juin 7 ou 8, à peu près répartis de manière égale sur les marques de Sange et Camille Alban. Donc c'est une façon aussi constante d'avoir parmi nos valeurs celle de la transmission, pas uniquement de la succession, mais savoir transmettre pour mieux succéder, savoir évoluer aussi, savoir former. L'éducation, c'est clé dans beaucoup de métiers, dans beaucoup de domaines, et dans le nôtre, bien évidemment, plus que jamais. Moi, je dis toujours qu'on a un triptyque qui repose relativement facilement sur à la fois, bien évidemment, l'éducation, maîtriser à la fois tout son métier, son savoir-faire, aussi son comportement et les valeurs de l'entreprise qu'on doit retrouver dans un certain savoir-faire, dans un certain savoir-être, pardon. Il y a toute la partie d'accompagnement business et commercial que l'on peut faire en termes de gestion pour faire progresser les gens. Et puis, bien évidemment, tout l'accompagnement marketing, communication qui aujourd'hui s'est développé d'une manière absolument incroyable avec tous les outils digitaux et autres. Et ça doit être à la fois dans un premier temps au service du salon et de ses équipes, avec toujours le souci que ce soit au service de la consommatrice finale. Donc l'éducation est un pilier très 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 fort. Donc on a le devoir, c'est pas simplement avec un intérêt derrière que celui de voir reprendre des affaires ou de développer des affaires. Ça doit être la conséquence d'un bon travail à la base, qui est celui de faire évoluer les gens en permanence et d'avoir le constant souci de leur évolution. Mais pour un meilleur épanouissement, ça c'est quelque chose de très important. Et les femmes là-dedans, moi je regrette presque, nous, dans notre métier, paradoxalement par rapport à beaucoup d'autres, qu'il n'y ait pas assez de garçons dans la coiffure, pour plein de raisons qu'on pourrait développer, mais qui nous prendraient peut-être un petit peu trop de temps ce matin. Mais les femmes sont en majorité dans la coiffure. Et paradoxalement, elles ont beau être en majorité. Alors, je ne vais pas dire que nous sommes les seuls, parce que je pense à une ou deux autres marques, dont une, dont d'ailleurs la créatrice nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Mais Camille Alban est une des rares marques sur notre marché de la coiffure qui regroupe sous un business model de franchise plusieurs salons en France et à l'étranger qui portent un prénom et un nom féminin. Je crois que c'est une des très très rares marques. J'en ai une en tête, encore une fois, et j'en ai même pas deux en tête. Donc ça aussi, ça veut dire beaucoup de choses. Mais nous, la place des femmes, c'est... encore une fois, ça peut vous paraître un petit peu paradoxal et surtout, je ne l'espère pas suffisant de ma part, mais c'est naturel pour nous. Voilà, certainement pas assez, jamais assez lorsqu'on est une femme, mais en tout cas, c'est quelque chose de naturel. On ne se pose pas la question de qui accède à quoi ou qui pourrait accéder à des responsabilités. C'est pas un sujet. Peut-être que ça devrait l'être encore plus. C'est toujours le risque que ça n'en soit pas un, mais c'est notre univers. Moi, c'est mon univers. Je me sens totalement intégré dans cet univers qui aujourd'hui est majoritairement composé de femmes pour notre plus grand bonheur. Mais alors, à l'inverse, est-ce que vous avez le sentiment d'accompagner les femmes à travers vos salons? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment cette notion d'accompagnement, d'épanouissement personnel, parce que vous avez un rôle qui va bien au-delà finalement que uniquement l'apparence, etc. Parce que il y a aussi on en a beaucoup parlé sur le programme des Audacieuses également, mais il y a ce côté aussi d'apport de conseils, de confiance en soi. Aujourd'hui, le salon de coiffure, il apporte vraiment des marqueurs très forts dans la vie des femmes. On travaille toujours sur ces sujets, ça fait partie de l'éducation qu'on va apporter, et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de faire une différence, parce que pour moi c'est un tout, à la fois l'expertise métier, mais aussi l'expertise comportementale et l'attitude. Le simple fait qu'une marque comme Camille Alban a parmi ses grandes valeurs qui nous plaisent beaucoup et qui nous déterminent parfaitement de savoir accompagner et révéler, libérer la beauté des femmes pour qu'elles se sentent fortes, pour qu'elles se sentent bien. On parle à la fois de nos clientes qui poussent la porte d'un salon Camille Alban et de tout ce que l'on doit véhiculer et communiquer pour les inviter à venir nous voir. Mais il va de soi que pour pouvoir être capable de faire ça, il faut mettre les personnes qui travaillent chez Camille Alban, majoritairement des femmes, mais pas que, mais majoritairement des femmes, dans les meilleures conditions pour le faire.
Après, je serais extrêmement présomptueux, voire très prétentieux de dire qu'on a une démarche ou une réflexion particulière pour les femmes parce que il n'y a que des femmes pratiquement. Donc, si vous venez au centre de formation, il y a une majorité de femmes et c'est quelque chose de naturel. Et est-ce que, parce que c'est quelque chose de naturel, on n'en fait pas assez? Peut-être. En tout cas, est-ce que c'est une question que l'on doit se poser en permanence et que l'on doit oser aborder, pas oser, mais que l'on doit aborder avec l'ensemble des équipes? Oui, oui, certainement. Ça peut être une facilité de se dire, nous, on n'a pas d'effort à faire parce qu'il n'y a que des femmes, ou majoritairement des femmes dans notre métier. À la limite, c'est le plus grand piège peut-être dans lequel on peut tomber. Est-ce que nous sommes tombés dedans? Je n'en ai pas le sentiment, mais ça peut être très intéressant d'interroger les femmes qui composent la société, ce groupe, à quelques niveaux, dans quelques services que ce soit, et bien évidemment dans les salons. En tout cas, nous, on a à cœur de mettre en permanence les femmes à l'honneur. Et quand on parle de mettre les femmes à l'honneur pour faire en sorte qu'elles se sentent bien et qu'on parle des consommatrices, de nos clientes qui poussent la porte de nos salons, ben, c'était impossible de le réaliser et de le faire si les collaborateurs du salon ne sont pas dans les mêmes dispositions et qu'on n'a pas tout fait pour les mettre dans les mêmes dispositions. Est-ce qu'on y arrive parfaitement? Non, la perfection n'existe pas, donc certainement pas. En tout cas, est-ce que c'est un souci permanent? Oui, et certainement qu'il doit l'être encore plus du point de vue des femmes, en prenant en cause la cause féminine, ça c'est certain. Oui, il y a bien des écarts, parce que je sais que vous faites beaucoup de choses, vous faites aussi beaucoup de partenariats, dont d'ailleurs vous nous parlez peu, mais notamment pour accompagner les femmes qui ont des cancers et qui ont besoin justement de perruques à un stade particulier. Donc je sais qu'en fait, vous faites énormément de choses pour accompagner vos clientes, bien au-delà de simplement votre rôle premier. Et moi, j'ai envie de vous demander quels conseils vous donneriez aux femmes qui nous écoutent en particulier et qui effectivement aspireraient à s'orienter dans le monde de la coiffure, de la beauté, et qui se disent peut-être que finalement, c'est des perspectives limitées d'évolution ou qui se disent qu'elles n'ont peut-être pas toutes les compétences pour... C'est encore ouvert ou c'est un milieu très concurrentiel aujourd'hui et très difficile? Non, c'est un métier super ouvert, tout est possible, mais de la même manière que vous parliez tout à l'heure des femmes dans le débat public ou autre, on a peut-être parfois un petit peu tendance à trop attendre des gens qui, à quelque niveau que ce soit, sont au-dessus de nous, que ce soit des hauts responsables de je ne sais quoi ou encore des politiciens. Bien évidemment qu'on a beaucoup à attendre d'eux et qu'il y a des convictions fortes à mettre en avant, mais je pense qu'il ne faut pas toujours attendre des personnes au-dessus de soi. C'est quelque chose dont on doit avoir soi-même la responsabilité, et c'est l'affaire de tous en fait, à commencer par l'éducation. Ça c'est quelque chose de très important. Alors agir sur l'éducation que les parents vont donner aux enfants, c'est très présomptueux, c'est quelque chose de très très dur, mais c'est quelque chose qui culturellement parlant doit s'ancrer. J'ai le sentiment, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais je ne suis pas une femme et je ne le vis pas de l'intérieur, donc ça ne va certainement jamais assez vite. Et pourquoi je parle de l'éducation? Parce que c'est aussi tout notre problème dans la coiffure. Pour revenir à votre question, c'est essayer de tout faire, et c'est ce que Jacques Desange et Jeanne Dereux, Camille Alban ont fait, et tous les gens qui ont travaillé dans ce groupe depuis sa création et qui continuent à travailler dans ce groupe font pour être dédiés à ce fabuleux métier qu'est la coiffure. À notre humble niveau, essayer de tirer cette profession vers le haut, la valoriser. Et pour revenir à l'éducation, c'est essayer de donner un petit peu plus confiance aux parents quand les enfants ont envie de faire de la coiffure et les encourager à faire de la coiffure et ne pas aller dans la coiffure comme étant, je ne sais pas, une espèce de voie de garage ou en tout cas résultat d'un échec scolaire par rapport à des études que l'on attendait de voir faire son enfant. C'est un fabuleux métier. On a que des exemples, nous, parmi nos ambassadeurs de marque, chez Camille Alban, chez Desange, de très très belles réussites, de gens qui ont ouvert leur propre salon, de gens qui travaillent à l'intérieur de salons, qui travaillent à la formation chez nous, qui font plein de métiers. Et le conseil que je donnerais aux jeunes filles, aux jeunes femmes, on a pas mal de reconversions ces derniers temps, comme des gens qui finalement, après peut-être avoir eu des difficultés à admettre, ou en tout cas s'être fait accompagner pour commencer à apprendre la coiffure, sont partis sur d'autres voies et reviennent. Mais quel que soit l'âge des personnes, si c'est un métier qui vous attire, mais faites-le, lancez-vous. On a en France, on peut toujours être très critique par rapport au niveau professionnel. On a la chance, nous, et j'ai la chance, moi, de visiter pas mal de pays et de savoir un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des pays qui sont très, très bien organisés, où l'éducation fonctionne très bien, mais en France, on a un système éducatif qu'on ne cesse de critiquer au niveau de la coiffure, mais qui, très honnêtement, est plutôt très, très efficace, très bon, en forme de très bons professionnels. On a de très bons coiffeurs. Donc, moi, je ne saurais que les encourager. Si c'est ce que vous avez envie de faire, vous parliez d'engagement tout à l'heure, ça fait partie de son engagement. Sentez-vous bien, allez au bout de
votre passion, de votre rêve, si c'est la coiffure quelque part. Et puis, si vous pensez qu'on peut vous y aider, en tout cas, nous sommes là pour ça et nous avons les personnes pour ça, prenez contact avec nous parce qu'on sera à même de vous permettre de vous réaliser, avant peut-être de réaliser votre rêve, mais de vous réaliser vous-même et de vous donner en tout cas les meilleures conditions possibles et vous mettre dans les meilleures situations et conditions possibles pour vous épanouir. C'est un fabuleux métier, donc venez nous voir. Voilà. Et il n'y a pas que nous, voilà, sans prétention aucune. Alors Emmanuel, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique ou une feuille blanche, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes elles soient plus présentes, plus visibles dans le débat public, dans l'espace public? Est-ce que vous avez une idée à partager avec nous ce matin? Waouh. C'est la dernière question, mais elle est extrêmement difficile. C'est une question difficile. Moi, je voudrais, je ne veux pas tourner autour du pot, je n'ai pas forcément la réponse parfaite. Je voudrais qu'on arrive un jour à ne plus se poser cette question, même si on se posera toujours la question des femmes et des hommes. Ce qui m'embête un petit peu parfois, c'est que j'ai le sentiment que quand on essaye de mettre les femmes en avant, certains ont l'impression qu'on met les femmes en avant pour faire bien ou en tout cas pour se donner bonne conscience. Et on continue de se poser des questions sur la vraie valeur ajoutée alors qu'il n'y a pas de questions à se poser. Enfin, tout le monde le voit, les femmes ont eu un parcours plus difficile que les hommes pour plein de raisons et les femmes sont 1000 fois plus pertinentes que les hommes dans les débats publics, si on en parlait un petit peu tout à l'heure. Si j'avais une baguette magique, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faudrait faire quelque chose de spécifique pour les femmes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça devienne quelque chose de très, très naturel. J'aimerais que les femmes puissent accéder aux plus hautes responsabilités. Et en cette période de troubles politiques, moi, si j'avais une baguette magique, j'aimerais qu'une femme soit à la tête de notre pays ou à la tête du gouvernement parce que je pense que ça remettrait un petit peu l'église au milieu du village et ça permettrait de voir les choses d'une manière un petit peu plus efficace, apaisée et serait certainement un gage de développement pour notre pays. Très bien, Emmanuel, on va se quitter ce matin sur ces belles projections. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour partager ce Café des Lyonnes avec nous ce matin. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.